sponsorisé par Rhinoshield. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus par ici, comment ils vont ceux-là? En ce moment sur Rhinoshield, c'est la chasse aux protections. À ne pas confondre avec la chasse aux champignons, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en ce moment sur Rhinoshield, avec l'offre spéciale de Pâques, c'est moins 15% sur tout le site. Vous connaissez bien sûr Rhinoshield pour les coques de téléphone comme celle-ci qui sont assez classiques, assez sobres, assez élégantes et qui vont pile poil. Et vous allez être surpris. Sur le téléphone du même modèle. Mais alors c'est pas tout. Parce qu'en plus de leurs coques classiques qui sont déjà très chouettes et très résistantes et qui m'ont sauvé la mise à plus d'une reprise, vous avez la nouvelle coque Air. Salut toi. Et en plus de sa gamme classique de coques de téléphone, Rhinoshield vous propose toute une gamme de produits. Des écrans protecteurs de téléphone extrêmement résistants, des protections d'objectifs, des coques pour AirPods, AirTag et Apple Watch. Rhinoshield, c'est également toute une gamme de lanières et de cordons de téléphone. Ou encore l'Aquastand, la gourde avec Super MagSafe. Oui, parce que Rhinoshield, en plus de ses produits exceptionnels, propose des collections. Et si dans toute la gamme de ce que Rhinoshield vous propose, il n'y a toujours pas votre bonheur, vous pouvez même personnaliser votre coque à votre goût. Quoi vous dire? Y a tant. Et avec le lien en description et le code promo Sylvain, c'est moins 15% sur l'ensemble du site. Merci à Rhinoshield pour leur soutien et bonne vidéo. Pour une fois dans un épisode VTech, on va parler d'un sujet un peu d'actualité. Alors je sais pas si vous êtes au courant, récemment il y a peut-être eu des gens qui se sont mis sur la gueule. Alors on n'est pas là pour parler politique, on parlera jamais politique ici, c'est pas le sujet. Par contre, je peux vous parler des prix de l'essence. Et depuis que c'est un peu la merde dans le monde, il est possible que les prix de l'essence, je sais pas si vous avez remarqué, aient un poil explosé. On a parlé ensemble il y a quelques mois du sujet Takata, qui était un sujet d'actualité puisque le gouvernement était en train d'agir pour solutionner le problème. On avait aussi parlé du sujet des moteurs PureTech, puisque c'était encore une fois un sujet plutôt d'actualité. Et vu qu'on est dans un contexte un peu particulier, avec des pénuries potentielles et avec des prix à la pompe qui explosent, ça fait ressortir le sujet du véhicule électrique. Et en l'occurrence, c'est pas moi qui le dis parce que c'est factuel. Au mois de février 2026, les ventes de véhicules électriques en France ont augmenté de 28%. Juste sur le mois de février par rapport aux pénuries potentielles. Toujours au mois de février 2026, le site de petites annonces La Centrale a vu ses recherches de véhicules électriques exploser de 91% en à peine 3 semaines. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va faire un épisode avec l'ensemble du sujet de la voiture électrique. L'histoire de la voiture électrique, pourquoi c'est mort, pourquoi c'est revécu, pourquoi c'est remort, pourquoi c'est revécu, pourquoi c'est re-remort, pourquoi c'est revécu. Un épisode qui rassemble les avantages, les inconvénients, le futur de la voiture électrique, qu'est-ce qu'il en est d'acheter une voiture électrique aujourd'hui, et surtout à la fin de cet épisode on arrivera sur le titre de cette vidéo, pourquoi le véhicule électrique a un problème. Et si 2025 était pour vous l'année de l'électrique? L'interdiction définitive des moteurs essence et diesel en 2040. Des citadines à des tarifs enfin abordables. Le prix des voitures électriques d'occasion n'a jamais été aussi bas. La première petite anecdote un peu intéressante de cet épisode et sur laquelle on va ouvrir, c'est qu'on a l'impression que la voiture électrique, c'est un truc super récent. C'est pas vrai du tout. Ça date. Alors, je vais pas vous dire que ça existait avant les dinosaures, mais en vrai, pas loin. À vrai dire, les premières traces qu'on retrouve d'un véhicule électrique remontent à 1832. L'épisode vient à peine de commencer que déjà vous êtes sur le cul. 1832. Même votre arrière-grand-parent n'a pas connu le début de la voiture électrique. Alors, je vous présente Robert Anderson, un inventeur écossais qui s'est chargé de fabriquer la première carriole électrique. C'est ce truc là que vous voyez à l'écran. Alors il y a Robert Anderson et puis sa calèche électrique. Juste pour vous donner un ordre d'idée, mais la création de Robert Anderson avec la carriole électrique, c'est 70 ans avant Red Dead Redemption 2. Même Arthur Morgan n'a pas connu les premiers pas de la voiture électrique. Donc j'ai recroisé quelques sources pour confirmer que ça existe bien depuis 1932 et la preuve, j'ai même trouvé cette information sur le site de Renault. Je sais pas si on se rend compte qu'on va bientôt fêter les 200 ans de la voiture électrique. Pour vous remettre un peu de contexte, mais la Benz Patent Motorwagen, qui est considérée comme l'une des premières automobiles à moteur de l'histoire, c'est 1885. La voiture électrique est techniquement plus vieille que la voiture à moteur thermique. Néanmoins, le truc que j'ai peut-être un peu omis de mentionner, tu vois, j'ai peut-être pas précisé que voiture électrique, faut le dire vite quand même. L'invention de
Robert Anderson avec sa voiture électrique, c'est principalement les batteries au zinc. Il n'a pas vraiment inventé la voiture électrique, il a plutôt inventé la batterie électrique, qu'il a foutu dans une carriole, ce qui a créé une voiture électrique. Parce que la carriole que nous a pondue Robert Anderson, elle est formidable, hein, c'est pas le problème, c'est silencieux, c'est autonome, c'est électrique, super. Tu peux pas la recharger. Tu fabriques la batterie, par réaction chimique, elle va charger un peu d'électricité, un peu, il y a vraiment pas grand chose dedans, tu la mets sur une voiture avec un petit moteur, et ça avance jusqu'à que ça meure. Et après, faut tout remplacer, quoi. Je vous donne la petite anecdote du coup de l'invention de Robert Anderson, mais les batteries qu'il a inventées au zinc permettaient à la carriole électrique de parcourir à peu près 10 bornes, au pas. Et après c'est fini. En fait, faut plus voir la voiture électrique de 1832 comme une sorte d'exercice de style. Voilà, bravo, on sait faire ça. Peut-être que 200 ans plus tard, on aura les Tesla S-Plaid. Là, tout de suite, en 1832, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et c'est seulement en 1881 qu'on va voir apparaître le premier prototype de véhicule électrique abouti. On va aussi mettre quand même des guillemets sur le abouti de 1881. Ça, c'est sûr que c'est mieux. On a avancé. En même temps, il y a 50 ans qui séparent les deux dates. C'est quand même pas terrible non plus. Encore un peu de patience avant d'arriver à Tesla. C'est en 1880 que Gustave Trouvé va améliorer le moteur électrique en l'alimentant avec un accumulateur. Le prototype qui s'appelle la Tilbury est techniquement la première voiture électrique de l'histoire au sens moderne qu'on connaît. C'est la première fois qu'on voit une voiture électrique rechargeable avec des performances pas dégueulasses et une autonomie très correcte. Si la batterie se renverse pas, sinon t'es mort. Alors, c'est aussi un point qu'il faut préciser quand même. Le truc un peu marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a totalement oublié qu'à la base, le concept de la pile, le concept de la batterie, c'est un concept chimique. Typiquement, une pile alcaline comme celle-ci. Si elle s'appelle pile alcaline, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des produits chimiques qui créent une réaction alcaline. Je précise, je suis pas chimiste, je vais pas réinventer le concept de la pile, je vous dis juste que tu mets plusieurs produits chimiques ensemble et ça crée de l'électricité. À la base, le concept de la batterie, c'est un concept chimique, c'est tout. En fait, tout le concept de la batterie rechargeable de cette voiture de 1881, c'est d'insérer des plaques de différents métaux dans de l'acide. Je me suis pas mal renseigné, donc je vous resitue un petit peu ce que c'est la voiture électrique de 1881. Mais en gros, tu te mets aux commandes du truc et à côté de toi, t'as la batterie, qui est en fait un bac d'acide. Faut prévoir les gants MAPA de cuisine, mais en gros, t'attrapes une plaque, tu la mets, bam, tu crées de l'électricité et tu commences à avancer. On parle effectivement d'acide, on parle d'acide où si tu mets ta main dedans, t'as plus d'odin. Et effectivement, vous serez d'accord pour dire que c'est peut-être un petit inconvénient d'avoir un bac d'acide à côté de soi, mais point positif, c'est que si tu changes les plaques de métal pendant que tu roules, t'as techniquement une autonomie illimitée, jusqu'à que l'acide soit saturé. Mais tu peux quand même aller vachement loin. Ce sera d'ailleurs avec cette technologie de batterie rechargeable, j'aurais plutôt dit bac d'acide en fusion qui va te cramer la gueule, que Camille Genazzi en 1899 va battre le premier record de vitesse de l'histoire des véhicules. C'est avec la jamais contente, c'est-à-dire cet énorme suppositoire, que Camille Genazzi va atteindre 105,88 km/h. Je vais préciser deux choses dans la phrase que je viens de dire, mais 105 km/h en 1899. Pardon de revenir là-dessus, mais 1899, c'est Red Dead Redemption 2. Et la deuxième chose qui est encore plus incroyable, c'est que ce record, la barre des 100 km/h, le premier véhicule qui l'a franchi, c'est une voiture électrique. Avec un bac d'acide qui peut faire fondre ta main si tu la mets dedans, mais quand même. Et le truc que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'en 1899, l'électricité, c'est l'énergie la plus viable pour une automobile. Aujourd'hui, c'est assez évident que la voiture thermique, c'est la voiture de base, c'est la voiture qui a dominé le marché, mais à l'époque, ça aurait pu être la voiture électrique. Et en même temps, quand tu fais le tour de tous les avantages que représente la voiture électrique à l'époque, ça se comprend que ce soit pressenti comme la voiture de demain. Par exemple, le prix de la voiture électrique, déjà à l'époque, était élevé. Tout comme le prix des voitures thermiques concurrentes, c'est-à-dire que de toute façon, tu t'adresses à une audience qui est riche. Donc que ce soit un peu plus cher ou un peu moins cher, à l'époque, c'est pas déterminant. Les voitures électriques sont fiables, font pas de bruit, pas de chaleur, pas de liquide, puisque la plupart des concurrentes thermiques pouvaient émettre un peu d'huile bouillante ou un peu de fumée, tu vois, des trucs un peu dérangeants. Pas la voiture électrique. Le démarrage est facile, contrairement aux voitures thermiques qui ont besoin d'une manivelle et d'un bras un petit peu musclé pour l'actionner, quand il te revient pas dans la gueule. Pas de boîte de vitesse, pas de transmission compliquée à comprendre, c'est devant, derrière, fin. Alors certes, à l'époque, c'est des voitures qui sont globalement lentes, mais de toute façon, les voitures thermiques en face sont lentes aussi. Et même si à l'époque, le plus gros point noir, c'est l'autonomie des voitures électriques, puisque tu peux difficilement faire plus de 50 km, de toute façon, il n'y a pas de route
routes et chemins pour aller de ville en ville. 50 km d'autonomie quand il n'y a pas de route et seulement des chemins à disposition, c'est déjà énorme. À cette époque assez nouvelle pour la voiture, il y avait plein d'énergies alternatives et à ce moment-là, l'électrique avait déjà plus d'un tiers du marché. Pendant un temps, la voiture électrique, c'était la voiture qui se vendait le plus parce que c'était la voiture qui cumulait le plus d'avantages. Et c'est d'autant plus fou de se dire ça et de se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? Comment ça se fait avec autant de cartes en main que la voiture électrique n'ait pas tout ravagé sur son passage? Et la réponse arrive en 1907 avec la Ford T, extinction de la voiture électrique. Vous voyez les dinosaures il y a 65 millions d'années, là quand il y a la météorite qui a fait wouh, extinction. Ford T, ce qu'a pris petit pied sur le nez il y a 65 millions d'années, la voiture électrique l'a pris en 1907 avec la Ford T. Lorsque Ford lance en 1907 la Ford T, je pense qu'ils n'étaient pas au courant à quel point ça allait bouleverser le marché. Pour vous remettre un peu de contexte, mais déjà la Ford T, ça reste encore aujourd'hui l'une des voitures les plus vendues de l'histoire de l'automobile, quand même. Alors que c'était il y a plus de 100 ans. Et quand la Ford T sort à l'époque, c'est une révolution. Par exemple, à l'époque, la Ford T coûte minimum 3 fois moins cher que la moins chère des voitures électriques. Déjà, la Ford T, elle s'adresse pas à la même clientèle que les voitures électriques, puisque la Ford T s'adresse à des gens qui, de toute façon, n'ont pas forcément accès à l'électricité. Comme je viens de vous le dire, la voiture électrique à l'époque s'adresse à une frange de privilégiés, à des gens qui ont une maison, qui ont accès à l'électricité, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la population. Donc en plus du prix qui est très avantageux, de toute façon, elle boxe pas dans la même catégorie et elle s'adresse à une audience qui est incroyablement plus large. En plus de ça, la Ford T, pour une voiture thermique à l'époque, est plutôt fiable, plutôt propre, plutôt silencieuse, plutôt facile à utiliser avec sa boîte semi-automatique et surtout, le truc qui a fait que la Ford T elle a explosé, l'essence ne coûte rien. Rien, mais alors rien, quand je vous dis rien, c'est rien. Le plein d'une Ford T à l'époque qui permet de parcourir plusieurs centaines de kilomètres coûte quelques centimes de dollars. Quelques centimes, un plein. Je suis d'accord que c'est une situation qui est un petit peu ironique quand on sait la réalité d'aujourd'hui, mais à l'époque, une voiture électrique, ça coûte beaucoup plus cher à recharger qu'une voiture thermique. Et quand tu cumules tous ces avantages, ouais, la Ford T, elle va faire mal à la voiture électrique. Les années qui vont suivre dans le développement de l'automobile vont vraiment faire qu'enfoncer le clou. Par exemple, en 1912, c'est l'arrivée du démarreur électrique. À l'époque, c'était l'une des dernières vraies barrières d'accès aux moteurs thermiques, c'est qu'il fallait les démarrer à la manivelle. Vous avez peut-être déjà approché une moto qui se démarre au kick, c'est littéralement le concept de la manivelle, sauf qu'avec les moteurs de voiture, c'est beaucoup plus gros. Tu prends ta manivelle, tu la fous dans le trou là, donc t'as une grande manivelle comme ça, et en fait, faut mettre un grand tour comme ça. En plus, le problème de la manivelle à l'époque, c'est que ça demande pas mal de force, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut démarrer la voiture. Et en plus, ça peut te revenir dans la gueule. Petite anecdote comme ça, mais vous avez sûrement entendu déjà l'expression retour de bâton ou retour de manivelle. C'est lié aux voitures thermiques de l'époque. Vu qu'en tournant la manivelle, tu crées de la compression dans les cylindres, parfois il est possible que la compression dans les cylindres, tu la reprennes directement dans le poignet. Ce qui peut, dans le pire des cas, péter ton poignet. Un autre point qu'on peut souligner qui va finir d'enfoncer les voitures électriques à l'époque, c'est la Première Guerre mondiale. Je vais pas vous faire un dessin et vous résumer le concept de la guerre, mais c'est globalement impensable d'envoyer une voiture électrique sur un champ de bataille. C'est juste pas possible en fait. Que ce soit en termes d'autonomie, de ravitaillement, de sécurité, c'est impossible vu l'état de la technologie d'envoyer des voitures électriques. Tu cumules à ça le prix des voitures thermiques et de l'essence qui vont encore être en baisse, la distribution de l'électricité dans les foyers qui progresse très doucement alors que la distribution de l'essence progresse beaucoup plus vite, l'apparition des premières courses automobiles qui va faire naître une sorte de fantasme de la vitesse que la voiture électrique ne peut pas atteindre à l'époque. Et le dernier clou dans le cercueil de la voiture électrique va être l'apparition des routes. Au début des années 1900, l'apparition des routes va commencer à faire naître l'apparition du voyage. Et le voyage à l'époque est beaucoup plus possible avec la voiture thermique qu'avec la voiture électrique. Et même si à l'époque, tu as des voitures électriques qui sont capables de parcourir 50, 60, 80 km avec une seule charge, les voitures thermiques peuvent parcourir 300, 400, 500 km. Et même au niveau de la recharge, d'un côté, tu vas remplir ton réservoir en seulement quelques minutes et repartir pour 500 bornes, alors que de l'autre, c'est une journée de charge. Le principal frein que la voiture électrique a connu, c'est qu'elle a mis très longtemps pour se développer. C'est pas que l'énergie était pas viable, c'est pas que l'énergie était pas bien, c'est que les voitures thermiques ont tellement fait de progrès, en tellement peu de temps, à tellement pas cher, que le thermique a tout ruiné sur son passage. Il y a eu quand même quelques petits sursauts. Il y a eu des moments où
on s'est dit, tiens, peut-être que ça peut être pas mal une voiture électrique finalement. Par exemple avec la Peugeot VLV, petite voiture française à 3 roues qui était capable d'atteindre 36 km/h. Voiture qui, pour l'anecdote, est née en 1941 d'une pénurie de carburant. Déjà à l'époque, les pénuries de carburant arrivaient et déjà à l'époque, on cherchait de quoi les remplacer. Voiture électrique, pour nuancer quand même, 377 exemplaires en 2 ans. Il y a Breguet à un moment, pas la marque de montre, la marque d'avion, parce qu'il y a des avions qui s'appelaient les Breguet, qui ont essayé de lancer une petite voiture électrique aussi. L'électrique sur une péniche, c'est pas si con. Alors il y a eu quelques péniches électriques, parce que c'était assez fiable et t'as le temps de les recharger quand t'es à quai. Je prends mes notes, hein, je vous donne, mais si, il y a eu des petits fourgons. Il y a eu Arbilt, un fabricant anglais, qui a fabriqué des petits camions de livraison de lait électrique, parce que ça réveillait pas les gens le matin comme c'était silencieux. Voilà, il y en a eu facilement... peut-être 200 de fabriqués. Hein. On a eu la société Sauvel en France. Attention, la France, encore une fois, on n'a pas de pétrole, mais on a des petites voitures électriques et des bennes à ordures silencieuses, parce qu'ils fabriquaient des petits camions à ordures silencieux. Le matin, ça dérange pas les riverains. Et des fourgons de poste aussi, pour livrer le courrier tôt le matin silencieusement. On peut aussi souligner qu'il y a eu quelques tentatives de la voiture électrique haut de gamme, parce que déjà à l'époque, ils ont capté qu'ils s'adresseraient pas à tout le monde avec la voiture électrique. Donc ils ont tenté de faire des voitures plutôt haut de gamme. Ça a pas marché de ouf, voilà. Par exemple, la marque Détroit Électrique qui a fabriqué des voitures électriques jusque dans les années 40 et anecdote, la femme d'Henry Ford roulait en Détroit Électrique. C'est un peu drôle à dire que la femme d'Henry Ford, qui a tué la voiture électrique, roulait en voiture électrique parce qu'elle n'aimait pas le thermique. Et si la voiture électrique est morte pendant plusieurs décennies, il faudra attendre le début des années 60 pour voir commencer à revenir l'alternative électrique. À cette époque, il y a deux choses accumulées qui vont faire en sorte que la voiture électrique va revenir un peu sur la table. Premièrement, c'est que dans les années 60, on commence à voir apparaître une conscience écologique. Là, on est au début des années 60 et la voiture thermique a énormément évolué. Pour vous donner un ordre de grandeur, mais l'apparition de la première Ford Mustang, c'est 1964. On parle déjà de Ford Mustang, on parle de voitures qui sortaient plusieurs centaines de chevaux avec des V8. La première Pontiac GTO, l'une des voitures les plus performantes de son époque, dont on avait parlé dans l'épisode sur John DeLorean, c'est 1964. Mais surtout, le deuxième truc qui va vraiment relancer l'intérêt de la voiture électrique, c'est les crises pétrolières. Forcément, je vous en parlais tout à l'heure, mais jusque-là, l'essence ne coûtait rien. Commence à multiplier le prix de l'essence par 10, et là, t'inquiète pas qu'on va commencer à chercher des solutions. Et quand on cumule tous ces facteurs au début des années 60, la voiture électrique commence à reprendre un peu d'intérêt. À une petite exception. Comment vous expliquer le concept du capitalisme sans être insultant et sans y passer 2 heures? Le point commun qu'ont toutes les entreprises, c'est à la fin de faire de l'argent. Jusque-là, je crois qu'on est tous d'accord. Sauf que le tout petit problème, tout petit détail, hein, bien sûr, c'est que pendant 50 ans, personne ne voulait de la voiture électrique. Ce qui fait que pendant 50 ans, personne n'a développé la batterie électrique. Ce qui fait qu'on arrive au début des années 60 avec un début de demande de la voiture électrique et une technologie qui a pas avancé. Tu vas pas commencer à développer une technologie, à investir de l'argent dans un truc que tu sais qu'à la fin tu le vendras pas. Alors du coup, ils ont essayé des trucs. General Motors, par exemple, pourtant marque américaine très habituée des V8, va proposer une version électrique de ça, Chevrolet Corvair. La Chevrolet Corvair, je vous en ai déjà parlé, dans les voitures les plus dangereuse qui ait jamais existé. Bah, il y a eu une version électrique. J'adore particulièrement la Chevrolet Corvair électrique, déjà par son nom, l'Electrovert. Il y a eu aussi l'Electrovette quelques années plus tard, qui, attention, n'est pas une version électrique de la Corvette. Ah bah oui, il y a des pièges. Anecdote un peu sympa sur l'Electrovert, mais la version électrique était déjà plus performante que la version thermique, avec un 0 à 100 en 16 secondes, contre 17 pour la version thermique. Mais l'anecdote la plus sympa dans l'Electrovert, ça reste quand même la provenance de ces batteries, puisque ces batteries spécifiques au zinc proviennent directement d'un programme spatial. General Motors, ceux qui font les gros V8 qui puent tout nul, a partagé un brevet avec la NASA, qui existait déjà à l'époque, pour créer une batterie. Pour l'instant, sur le papier, exceptionnel, la voiture est plus performante que la thermique, avec des batteries qui viennent d'une fusée. C'est de la merde, c'est nul. Autonomie annoncée entre 60 et 130 km dans le meilleur des cas, et le meilleur des climats. Et les batteries incroyables de la fusée de la NASA tout en haut, c'est à peu près sans recharge avant qu'elle soit morte. Ensuite, c'est poubelle. Mais si je vous parle de la Chevrolet Electrovert, c'est pas parce que la voiture est exceptionnelle. Ça, on s'en fout un peu en vrai. L'anecdote incroyable, c'est que la Chevrolet Electrovert est allée sur la Lune. Alors, ces batteries sont allées sur la Lune. J'étais obligé de vous le vendre avec un bon titre. Si la NASA a accepté de partager les plans des batteries avec General Motors pour créer l'Electrovert, c'est qu'en échange, General Motors a participé à la création
conception du rover lunaire. On est tous d'accord pour dire que l'électrovert en soi elle est un peu pourrie, mais l'idée derrière c'était surtout de créer des données pour pouvoir créer un rover lunaire. Et c'est incroyablement malin puisque si tu veux créer un véhicule dans l'espace, je te rappelle qu'il n'y a pas d'oxygène, pas de moteur thermique, voiture électrique. C'est peut-être l'une de mes plus belles anecdotes quand même. Là je suis très content. Au passage je précise, le rover était 4 roues motrices permanentes parce qu'il y avait 4 moteurs électriques, un par roue. Et une batterie non rechargeable. Parce qu'ils se sont dit, je sais pas, une fois sur place, il y a peut-être pas l'électricité là-bas. Peut-être que ça servira à rien de s'emmerder à le faire rechargeable, donc au pire, bah ça restera là-bas et je vous confirme, hein, les rovers ils sont restés là-haut, là-bas. C'est que le stationnement est pas payant sur la Lune. C'est vachement pratique. On peut souligner également la tentative de BMW aux Jeux Olympiques de 1972 avec des voitures qui avaient été converties à l'énergie électrique parce que c'était sympa, c'était le futur. 350 kg de batterie au plomb par voiture, 30 km d'autonomie maximum. Sinon le reste du temps c'était entre 15 et 20 km. J'appelle pas ça une voiture électrique personnellement, j'appelle ça un téléphone, peut-être, avec une batterie cramée et encore. Et on arrive sur un moment un peu marquant de cet épisode parce qu'on va parler de la voiture électrique la plus vendue entre 1945 et la Tesla Model S. Je précise également que je suis sobre, je n'ai pas bu, d'accord? C'est officiel, c'est des chiffres, je fais que vous relater une réalité. La voiture électrique la plus vendue entre 45 et la Tesla S, c'est un coin. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, puisqu'on va parler d'une voiture qui est littéralement un coin. Tu sais, un coin, c'est quand il y a des trucs qui se rejoignent, un coin. Alors je vous présente la Sebring Vanguard City Car. Je vous le répète, parce qu'il y a peut-être un monde où vous avez fait un malaise en apprenant la nouvelle, mais cette voiture-là, ce coin-là, cette merdouille-là, a été la voiture électrique la plus vendue de l'histoire en 67 ans. On va reprendre les bases. 1. Ce truc a existé. Deuxièmement, vous connaissez peut-être pas l'entreprise Sebring Vanguard, c'est normal. C'est une start-up qui s'est montée à l'époque pour surfer sur la panique des crises pétrolières. Les start-up avec des idées ingénieuses, entre guillemets, ça existe déjà depuis une éternité. Je vous résume rapidement la réflexion qu'ils ont eue. Ils se sont dit, tiens, à chaque fois il y a des crises pétrolières, il y a des pénuries, les gens ils paniquent, je pense qu'on pourrait vendre de temps en temps des voitures électriques vraiment pas chères pour compenser ça. City Car. Techniquement, c'est 60 km/h maximum et 60 km d'autonomie maximum. D'une certaine façon, c'est un peu à voir comme une Citroën Ami ou Renault Twizy avant l'heure. On peut quand même reconnaître à la City Car déjà une certaine honnêteté, parce que la voiture ne vendait rien de plus qu'un déplaçoir alternatif s'il y a vraiment plus d'essence, et aussi un certain sens de l'humour, puisque dans le manuel utilisateur, vous aviez de temps en temps des petites blagues. Par exemple, il y en avait une qui disait « Si vous n'avez plus de batterie, cherchez une pente descendante et espérez pour le mieux ». Malgré son aspect assez rudimentaire, la City Car sera vendue à plus de 4400 exemplaires quand même, ce qui lui permettra de tenir le record de vente de voitures électriques pendant plus de 60 ans. Et il faudra attendre 1996 pour voir apparaître la vraie première voiture électrique, la vraie voiture aboutie. Et laissez-moi vous présenter la General Motors EV1, en français la EV1. C'est en 96 que General Motors va proposer sa vision du futur. C'est une gueule de grenouille, Crazy Frog. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la EV1 a quand même une vibe un peu futur du passé, tu vois. Dans l'ensemble quand même, la EV1, malgré son statut de prototype en 96, a quand même bon sur pas mal de points. Structure intégralement en aluminium pour compenser le poids des batteries, vrai travail aérodynamique pour prolonger l'autonomie, des pneus spécifiques développés exprès pour cette voiture pour compenser les frottements, déjà l'apparition du freinage régénératif, pompe à chaleur pour réchauffer l'habitacle sans trop taper dans les batteries, un intérieur très épuré un peu comme les voitures modernes et même une recharge sans fil. Jusque là, je vous ai parlé de voitures où il fallait mettre des plaques dans de l'acide ou des voitures qui sont en forme de coin. Là, on a une voiture qui est moderne. On peut quand même souligner que la voiture a peut-être 20 ans d'avance. Il y a des voitures électriques qui arriveront 20 ans plus tard qui n'ont pas autant d'innovation que la EV1. Et les premiers retours à propos de l'EV1 sont excellents. La voiture, elle est bien. Les performances proposées sont très correctes et même si bien sûr c'est pas un missile, dans l'ensemble la voiture ne se traîne pas non plus. La voiture est silencieuse, fiable, super pratique, a globalement une bonne autonomie. La voiture, elle est bien, la voiture, elle est appréciée, les gens ont une vraie demande de voiture électrique. Ça y est, c'est officiel, c'est 96. Touchez plus à rien, ça y est, vous l'avez. On est en 96, c'est bon, il y a tout. On a la voiture, on a la technologie, la voiture, elle est bien, les gens en veulent, il y a de la demande, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, faut concrétiser, faut la lancer, faut la vendre. Vous voulez pas la vendre?
Comment ça, vous voulez pas la vendre? Je pense que vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer avec la EV1. Mais General Motors, alors qu'ils ont une voiture très chouette, alors que la voiture elle est prête, alors que la voiture il y a de la demande, ne va pas vendre la EV1. Non monsieur, je sais que vous voulez une EV1. Oui, il y a quelqu'un de votre famille qui l'a essayé, vous êtes très satisfait? Oui, mais je la vends pas. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte qu'on est en 96, et même si aujourd'hui une voiture électrique ça paraît assez évident, à l'époque ça l'est pas du tout. Même si d'un côté on commence à voir apparaître une vraie demande et que la voiture est globalement réussie, dans l'ensemble on est quand même aux États-Unis. Et les Américains, pour tout ce qui est nouvelle technologie, disons que c'est pas les plus ouverts d'esprit. Je pense qu'en 96 au Texas, voiture électrique, non. Non. Je peux mettre un moteur électrique sur mon flingue, peut-être si tu veux, pas sur ma voiture. Ah, surtout pas. Le problème à cette époque-là, c'est que General Motors en 96, c'est une marque de vieux cons. Voilà, je vais pas passer par des raccourcis pour vous le dire, c'est une marque de vieux cons. À l'époque, General Motors, ils te vendent des grosses berlines, V8, des 4x4, V8, et des pick-up. Qu'est-ce qu'il y a dans moteur V... Et à ce moment-là, General Motors va avoir peur. General Motors va avoir peur de proposer cette voiture à sa clientèle. Au marketing, à l'époque, ils se sont un petit peu embêtés parce qu'ils se sont dit que c'était pas possible, en tout cas pas acceptable par la clientèle, de vendre dans la même concession des pick-up, des berlines et la EV1. Je précise quand même que cette peur de vendre la EV1 ne vient pas que de General Motors non plus. C'est-à-dire que le cœur de cible, c'est-à-dire que la clientèle habituelle, n'a pas très envie de voir apparaître une voiture comme ça dans la gamme. Et il faut aussi préciser qu'à l'époque, une batterie, ça n'a pas une durée de vie exceptionnelle. Les rares batteries que connaissent les gens et les potentiels acheteurs, en général, c'est des batteries qui ont une petite durée de vie. C'est des batteries au plomb de voiture, par exemple. Ce qui fait que quand General Motors propose ce modèle, la plupart des gens sont un peu réticents. Ils ont un peu peur en se disant, bah oui, la voiture est peut-être bien, mais dans 3 ans, la batterie, elle est morte. Alors, c'est pas la même technologie de batterie, mais va expliquer ça à un Texan qui a un moteur électrique sur son flingue. Et la réponse de General Motors pour éviter d'effrayer sa clientèle et essayer d'écouler doucement la EV1 va être la location. Et en vrai, c'est pas bête. La principale peur des gens, c'est d'acheter la voiture et que la batterie meurt au bout d'un an. Tu la loues, tu t'en sers tranquillement comme ça, et puis dès que la batterie est morte, tu la rends. C'est pas con. Les gens voient pas d'un très bon œil que la voiture soit vendue dans la même concession que d'autres trucs plus traditionnels. Elle est pas vendue, elle est juste louée. T'as les autres trucs classiques vendus d'un côté, voilà, on ne brusque pas la clientèle. Et au fait, il y a ça pour les nouveaux qui veulent venir, mais seulement en location. Et le dernier avantage, qui cette fois-ci n'est pas pour les consommateurs, mais pour la marque, c'est que si ça part en couille à tout hasard, tu vois, c'est pas fiable, pas bien apprécié, tout ça, tu peux les reprendre. Aux États-Unis, ils sont super à cheval sur les procès, les trucs comme ça. La voiture, elle est en loc, elle est pas à toi. Le moindre problème, il n'y a pas de procès possible. On reprend, plus de discussion. Et lorsque General Motors propose en 96 la EV1 en location, tout est parfait, à un détail, c'est que c'est pas rentable. Bah non, mais tu te doutais bien qu'il y avait un détail qui allait pas aller dans cette histoire, c'est que General Motors, ils perdent de l'argent dans cette histoire. Tu te doutes bien que développer une nouvelle technologie qui est super chère, avec une location qui est super pas chère, et en plus les gens, ils ont la garantie, c'est-à-dire qu'au moins de problème, ils te la ramènent, c'est que de l'argent qui part. Le gros problème du projet EV1 pour l'instant, c'est que c'est peut-être super bien dans plein de sens, mais General Motors, ils perdent 1 milliard par an. 1 milliard par an. Je vous ai parlé de détails, c'est un gros détail. Vous vous doutez bien quand même qu'à raison de 1 milliard par an perdu, ça va pas durer très longtemps. Je vous spoil, le projet EV1 ne va durer que 3 ans. Et va être diffusé sur à peu près 1 millier de voitures. Parce que voyant qu'ils perdaient déjà énormément de pognon, ils ont un petit peu bridé le truc, tu vois. Et c'est en 99, c'est-à-dire seulement 3 ans après la sortie de l'EV1, que General Motors va récupérer toutes les voitures pour les détruire. Alors jusque-là, c'était super malin, ça c'était super con. Le problème, c'est que le petit millier de clients qui a eu la EV1 a été super pas content quand on leur a repris 3 ans plus tard. Et il est possible que certains locataires de la EV1 soient allés se plaindre sur des plateaux TV, ce qui a fait un bordel pas possible. Pour résumer, le projet EV1, c'est à peu près 3 milliards de dollars perdus et une image de merde parce qu'ils ont détruit des voitures qui marchaient très bien. Voilà, bravo les gars, super, bah ouais, super, bah félicitations, voilà. Anecdote d'ailleurs, mais quelques années plus tard, Rick Wagoner, qui était le président de GM à cette époque, regrettera dans une interview d'avoir trop écouté ses collègues. Il a un peu remis la faute sur les autres au passage en disant oui, moi j'étais vachement pour, les autres ils étaient vachement contre, j'aurais pas dû les écouter, bon. Il dira aussi dans cette interview qu'il a regretté de ne pas avoir imposé le projet et qu'un peu comme un Toyota, il aurait dû continuer d'investir parce qu'à la fin ça aurait été rentable. Et c'est finalement assez lamentablement que va mourir le premier vrai concept électrique. Jusqu'à la Citroën Saxo électrique. Je précise quand même au passage qu'il n'y a pas que les Américains qui proposaient une voiture électrique aboutie puisque je vous présente la Citroën Saxo électrique
qui faisait à sa sortie 15 chevaux et à peu près 60 km d'autonomie. Et il faudra attendre 2003 pour que se crée une entreprise que vous connaissez forcément. L'entreprise qui a démocratisé la voiture électrique moderne, c'est bien sûr l'entreprise Tesla. Tesla va être créée par deux entrepreneurs, Martin Eberhard et Mark Tarpenning, qui avaient déjà fait fortune dans les liseuses électroniques. Mais voilà. Fortune. La révolution qu'ils ont intégrée dans la liseuse électronique à l'époque, c'est la batterie lithium-ion. Aujourd'hui, c'est un peu rigolo de se dire que c'est une révolution. À l'époque, c'est incroyable. C'est après seulement quelques années d'existence qu'ils vont revendre leur entreprise Nuvomedia pour un montant de 187 millions de dollars. Et vu que les deux sont assez experts sur la nouvelle technologie lithium-ion, ils vont se poser la question, pourquoi ne pas mettre ça dans une voiture? Et c'est avec cette idée qu'ils vont créer Tesla. À l'époque, Eberhard et Tarpenning sont parfaitement au courant que la voiture électrique a globalement mauvaise presse. Parce que même si on leur reconnaît quand même certaines qualités, dans l'ensemble, les voitures électriques ont pas mal de défauts. C'est des voitures qui, pour des raisons aérodynamiques, sont souvent moches, des voitures qui ont une autonomie qui est très limitée, et des voitures avec des performances qui sont 0 à 100 en 16 secondes, quoi. Et leur idée à la création de Tesla, c'est de casser toutes les idées reçues des voitures électriques. La première Tesla sera une voiture rapide, avec un 0 à 100 en moins de 4 secondes. Aujourd'hui, une voiture électrique rapide, c'est assez commun. À l'époque, 4 secondes, c'est autant qu'une Gallardo ou qu'une 911 Turbo. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. La première Tesla sera une voiture belle avec un tout petit coupé 2 places très sexy. Et la première Tesla aura une autonomie exceptionnelle qui dépassera les 400 bornes. Sur le papier, elle les fera jamais. On est au papier pour l'instant, on est en 2003. Vous aurez sûrement remarqué que pour l'instant, j'ai parlé de Tesla, mais pas d'Elon Musk. Ben c'est normal parce qu'il est pas dans le projet. À la toute base, Tesla n'a rien à voir avec Elon Musk. Même si on a déjà entendu Elon Musk se présenter comme le créateur ou le co-créateur de Tesla, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, vous allez voir, ça va vite poser des problèmes. Vous vous rappelez de l'idée de faire une voiture roadster de place super rapide, performante, autonomie, tout ça? Ils ont pas assez d'argent. Il est possible que fabriquer une voiture électrique soit un peu plus compliqué que fabriquer une liseuse électronique. Vous m'auriez demandé, je vous l'aurais dit, mais visiblement, à l'époque, c'était pas forcément inclus. Ce premier projet de la marque Tesla va quand même trouver rapidement des limites. Déjà parce qu'ils sont partis d'une base existante avec un châssis de Lotus Elise qui n'est pas fait pour accueillir des batteries électriques. Et ce qui mécaniquement va faire exploser les coûts de fabrication. Ils vont aussi se rendre compte que si les voitures électriques sont souvent moches, c'est pour une bonne raison. C'est parce que l'aérodynamique est un sujet très important. Et que pour l'instant, leur petit roadster électrique, qui est certes très joli, n'est pas vraiment efficace en termes d'aérodynamique. Et c'est à cause de toutes ces contraintes et un vrai besoin en capital pour les contourner que l'entreprise Tesla va accueillir Elon Musk, qui, soyons clairs, va foutre un certain bordel. Mais la deuxième raison, elle est un peu plus profonde, parce qu'Elon Musk, à ce moment-là, il a pas mal de contacts, notamment au gouvernement. Elon Musk a les contacts suffisants pour aller négocier des prêts et des subventions auprès de certains États américains. Et si on veut être totalement objectif, il faut reconnaître que Tesla existe aujourd'hui grâce à Elon Musk. C'est peut-être pas lui qui a créé l'entreprise, mais s'il avait pas été là, ça aurait été impossible de le faire. C'est pas que ça aurait été compliqué, c'est pas que ça aurait été plus long, c'est que ça aurait été impossible. Donc maintenant on a l'info, on la prend, voilà, merci beaucoup, on la pose là. Là on a le côté positif. Maintenant le côté négatif. Dès le début et dès la prise en capital d'Elon Musk dans l'entreprise Tesla, ça va commencer à faire grincer des dents. Il va très régulièrement se présenter à la presse comme le créateur de Tesla, ce qui va assez naturellement pas vraiment plaire à Eberhard et Tarpenning. Il fait assez régulièrement dans la presse des annonces et des promesses assez délirantes, qui sont pas atteignables, hein, c'est pas le sujet. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, des annonces faites autour du Cybertruck qui devait être indestructible, incroyable, qui n'ont pas vraiment été respectées du coup. Ou encore la Tesla Roadster 2, qui est, mais toujours pas là. Ce genre d'annonce à l'époque, c'était déjà le cas très régulièrement, ce qui, encore une fois, une petite tendance à énerver les autres, ce qui se comprend. Hein. Par exemple, les Tesla modernes, elles peuvent danser. Genre, t'as les portes qui s'ouvrent, t'as les phares qui s'allument, t'as une petite musique et tout. Bah, cette idée-là, elle est là dès 2005. Mais y a pas de voiture. C'est très rigolo, une voiture qui pète et qui danse. On n'a pas de voiture. On crée d'abord la caisse, et après, elle danse et elle pète. Au cours des années qui vont suivre, les conflits vont augmenter jusqu'à atteindre leur paroxysme en 2007. Année où Elon Musk, qui a pris encore plus de part et de pouvoir dans l'entreprise Tesla, va mettre au placard Eberhard. Ce qui va pas forcément lui plaire de façon assez évidente. Je rappelle qu'il a créé l'entreprise il y a quelques années et qu'il est en train de se faire foutre dehors de sa propre boîte. C'est déjà arrivé chez Audi. Comme quoi, c'est pas
si nouveau. Martin Eberhard qui va démissionner assez rapidement, suivi tout juste derrière de Mark Tarpenning. Spoiler, ça a fini au tribunal, parce que disons que les deux qui ont été forcés à démissionner, ils l'avaient un peu en travers de s'être fait dégager. D'ailleurs, et pour l'anecdote, Eberhard et Tarpenning vont gagner leur procès contre Elon Musk. Ils iront pas jusqu'à l'application de la sentence et ils trouveront ensemble un accord commercial qui prévoit un dédommagement et qu'Elon Musk arrête de se présenter comme le créateur de Tesla. Et malgré tous ces problèmes, c'est en 2008 que va naître la Tesla Roadster. Et l'idée de base de proposer une voiture électrique qui choque est respectée. La Tesla Roadster, quand elle sort, est un choc sur le marché de la voiture électrique, voire sur le marché de la voiture tout court. C'est la première fois de l'histoire de l'automobile qu'on voit une voiture électrique qui marche si fort. 0 à 100 en 4 secondes, qui est au niveau des meilleurs sportifs qui existent sur le marché. Une gueule vraiment sympa, une super tenue de route, un silence absolu et une économie d'usage qui pour une sportive de cette trempe est jamais vue. Toutes les sportives que tu pouvais acheter à l'époque qui faisaient même performance tombaient facilement un bon 15 litres au 100 sans plomb. Là ça consomme rien, c'est de l'électricité, ça coûte rien. Lorsque la Tesla Roadster sort, c'est un coup de massue sur le marché. La voiture réussit sa fonction. Précisons quand même que la voiture n'est pas exempte de défauts. On peut quand même citer au rayon des défauts que la voiture était vendue aussi cher qu'une Lamborghini. Elle est très bien la Tesla Roadster, c'est pas le problème. Mais je peux avoir une Gallardo en face, quoi. Je sais que les perfs sont à peu près pareils. V10 Atmo quand même, blason Lamborghini, un peu la flemme. Des défauts de finition flagrants, aucun rangement et un coffre minuscule qui d'ailleurs donnera une blague aux USA, c'est que le coffre a la forme d'un fusil. C'est-à-dire que tu peux rien ranger dedans, à part un fusil. Et même si l'autonomie annoncée est de 340 km, quand même, c'est-à-dire vraiment pas loin des 400 du projet initial, dans les faits, ils sont pas vraiment atteignables. Les 300 km sont atteignables dans des conditions optimales. Et atteignables si la voiture te donnait pas envie d'y mettre plein gaz en permanence dedans. De ce que j'ai pu lire, il faut compter entre 300 au maximum et 100 au minimum si tu conduis un peu comme un sourd. Ce qui, encore une fois, pour l'époque, est bien. Reconnaissons quand même que pas mal de sportifs thermiques de cette époque crament aussi un plein en 100 km. Alors la recharge est pas la même, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, c'est pas nul. C'est une voiture que j'aimerais vraiment essayer, la Tesla Roadster première du nom. Apparemment, elle a plein d'anecdotes, y compris l'anecdote de la mort. En fait, la voiture, elle peut mourir. Au bout de quelques mois, certains propriétaires qui avaient stationné leur voiture sans la brancher vont découvrir une mauvaise surprise. Je précise quand même que ces propriétaires-là n'ont pas lu le manuel de bord, puisque c'était bien marqué que si la voiture est stationnée longtemps, il faut la laisser brancher. Parce que si la voiture est pas branchée pendant trop longtemps, elle meurt. À l'intérieur de la Tesla Roadster, les batteries sont gérées par électronique, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un soft pour fonctionner. Et s'il n'y a pas d'électricité pour faire tourner le PC, les batteries elles démarrent pas. Donc la voiture est morte. Ce sera patché quand même assez rapidement et les premiers clients victimes de ça seront quand même pris en charge par Tesla. Et même si la Tesla Roadster va être dans les faits un échec commercial, puisqu'on parle de 2600 exemplaires vendus, elle va surtout ouvrir la brèche. Elle va montrer au monde entier, et surtout aux autres constructeurs, qu'il y a un marché à prendre. C'est comme ça que dans les années qui vont suivre, on va voir apparaître pas mal de tentatives dans le monde entier. C'est comme ça qu'on va voir renaître par exemple la marque Venturi. Mais si vous savez, les voitures de sport des Pays de la Loire du 49, c'est bien de chez nous ça qu'on essayait sur l'autoroute à bloc. La marque Venturi va être achetée par une entreprise monégasque et va proposer la fétiche Turbo Flop. Ils avaient prévu 25 exemplaires et ils les ont pas tous vendus. On estime qu'il y en a eu à peu près 15. On peut aussi noter une nouvelle initiative de la part de General Motors avec la Chevrolet Volt, qui est une voiture électrique à prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire que le moteur thermique à l'intérieur n'est là que pour recharger la batterie. Turbo Flop aussi. Je sais pas quoi vous dire, à un moment ça flop aussi. La Chevrolet Volt, même si elle a été vendue sous plein d'autres blasons, notamment Opel en Europe, avec l'Ampera, va flopper de ouf. C'est cher, c'est pas très pratique, c'est pas très performant, et t'as même pas le plaisir d'avoir une voiture silencieuse parce que t'as quand même un moteur thermique dedans. On peut aussi souligner l'initiative de Fisker qui va proposer à peu près le même concept dans une carrosserie quand même un peu plus sympa. Je pourrais vous parler en détail d'Henrik Fisker et de la Karma, la première voiture qu'il a créée, parce que l'histoire est exceptionnelle et j'adorerais vous la présenter un jour. Turbo Flop, encore. On peut aussi souligner l'initiative de Mitsubishi avec sa e-Miev. Ça ressemble à un dragibus qui roule, je suis d'accord avec vous. Qu'on verra d'ailleurs chez nous sous les blasons Peugeot et Citroën. Un flop. Alors là ça se comprend, les caisses sont abominables. Autant les précédents flops tu peux trouver des excuses, autant la e-Miev, les C0 et les Ion là c'est... Vous faites pas avoir, il y en a sur le marché de l'occasion, sur le bon coin, il y en a plein. Avec des titres genre voiture électrique, super opportunité, stationnement gratuit, surtout pas ça. Achète un vélo, vraiment, un vélo électrique sera mieux que là-dedans. Non c'est nul. Et finalement les seuls qui vont sortir leur épingle du jeu sur le début de la voiture électrique, ça va être Nissan avec la Nissan Leaf.
la Nissan Feuille. Même si la Nissan Leaf n'est pas forcément une voiture très jolie, je veux dire c'est pas très gracieux, on sera tous d'accord pour dire que c'est même plutôt moche, dans l'ensemble elle a plein de qualités. 5 places, des performances correctes, c'est fiable, c'est pratique, une bonne autonomie, un prix qui est pas déconnant par rapport au thermique, bien fabriqué, bien équipé, dans l'ensemble la Nissan Leaf est une bonne alternative électrique. La Nissan Leaf est une bonne voiture électrique, parce que c'est une bonne voiture avant tout. Il faut quand même souligner que sur 7 ans de carrière, la Nissan Leaf dépassera les 300 000 unités vendues. 300 000! C'est largement plus que le coin qui roule. Vous aurez peut-être d'ailleurs remarqué un détail sur les voitures hybrides et électriques modernes, c'est que quand elles sont à basse vitesse, elles font un bruit, tu sais, un petit bruit astral, là, un petit... Alors qu'il n'y a pas besoin justement, l'un des avantages c'est de pas faire de bruit. Bah ce bruit-là à basse vitesse a été inventé par la Nissan Leaf. Parce qu'il y a des piétons qui se faisaient percuter en ville. Vu qu'à l'époque les voitures électriques n'existaient pas et que les gens prenaient l'habitude de traverser en se disant au pire s'il y a une caisse je l'entendrai, bah ils se faisaient shooter par les Leaf. Et c'est comme ça que Nissan va rajouter ce petit bruit qui va s'étendre aux autres voitures puisqu'aujourd'hui c'est même une obligation légale. Si vous fabriquez une voiture qui est trop silencieuse, vous êtes obligé de lui donner un petit son à basse vitesse pour les piétons. Et chez nous en Europe c'est une autre voiture qui va piquer la vedette à la Nissan Leaf qui s'appelle la Renault Zoé. La France! Enfin c'est une technologie Nissan mais la France! Il est possible qu'aujourd'hui quand vous croisez une Renault Zoé dans la rue, déjà vous la remarquez pas et quand vous la remarquez vous avez un truc du genre... Je suis d'accord avec vous, l'esthétique de la voiture donne pas forcément envie de lever un sourcil, mais il faut quand même reconnaître que la Renault Zoé, notre Renault Zoé, la petite citadine française électrique, est à son époque l'une des voitures électriques les plus réussies du marché. Pas mal, non? C'est la Renault Zoé. Bon, elle est moche. Elle est moche. Mais elle aussi, elle fait... Fort de son partenariat avec Nissan, Renault va lancer en 2012 la Zoé. Et l'idée de la Renault Zoé est assez simple, c'est de prendre la recette de la Nissan Leaf qui marche, qui fait des ventes, et de l'adapter à la sauce européenne. La voiture est pas très belle, s'intègre pas vraiment dans le reste de la gamme, et surtout la notion de plaisir est totalement absente. Mais en attendant, la Renault Zoé, c'est une vraie bonne voiture électrique. Je rentre un peu dans le détail, mais par exemple, l'un des plus gros points noirs de la Nissan Leaf, c'était son système de recharge, qui était obligatoirement via une prise spécifique. Et l'une des vraies nouveautés que va apporter la Renault Zoé, c'est de pouvoir la recharger partout. Déjà parce que sa prise de recharge rapide est assez polyvalente et surtout, tu peux la recharger à la maison, sans aucun problème. Ce qui n'était pas forcément donné avec la Nissan Leaf, ni même avec les autres voitures électriques qui sortaient à cette époque. La voiture est correctement performante, a une bonne autonomie, est très pratique et n'est même pas si chère que ça. Parce qu'à l'époque, tu pouvais soit l'acheter à un prix qui était très correct, ou même la louer. La même idée que General Motors avec son EV1. Et encore une fois, l'idée est vraiment bonne parce que si t'as pas confiance, tu peux juste louer la voiture et la rendre à la fin. C'est là où le coût de la location de la Renault Zoé est vraiment intelligent, c'est parce qu'elle s'adresse quand même aux gens qui ont peur. Et avec tous ces avantages, la Renault Zoé sera un succès. Et si je me suis arrêté sur toutes ces voitures-là, qui peuvent paraître anecdotiques, c'est surtout pour vous signifier une chose, c'est qu'à partir de cette époque, ça va s'accélérer très fort. À partir de l'année 2017, le monde de la voiture électrique va vraiment prendre de l'ampleur. Déjà parce qu'on voit apparaître beaucoup de modèles électriques aboutis, notamment chez Tesla, mais c'est surtout l'année où on va voir apparaître les premiers vrais gros changements. Par exemple, c'est à partir de cette année-là que Volvo va annoncer arrêter progressivement la fabrication de ses moteurs thermiques, pour à terme n'avoir que des voitures électriques dans sa gamme. On est en 2026, 10 ans plus tard, et aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui ont annoncé ce genre de truc. Il y a même l'Europe qui a annoncé vouloir arrêter le thermique. Mais à l'époque, en 2017, c'est du jamais vu. Cette accélération de la voiture électrique, elle va aussi venir en parallèle, déjà du coût de l'essence qui est de plus en plus élevé, et aussi du Dieselgate. On en a parlé en détail dans un épisode dédié au Dieselgate, mais cet événement a vraiment poussé la voiture électrique. Et cette accélération, on la voit surtout sur les chiffres. Le seuil des 10 millions de voitures électriques vendues en une seule année sera dépassé en 2022 avec 14% du marché mondial et qui continuera son augmentation en 2023 avec 18% du marché mondial. En parallèle, on note aussi le cadre légal qui va évoluer puisque l'Europe va voter une loi interdisant la vente des voitures essence et diesel neuves à partir de 2035. Ça a sauté depuis, mais à l'époque c'était vraiment en vigueur. Et au moment où on se parle, sur certains marchés dans le monde, la voiture électrique a dépassé la majorité des voitures vendues. Et c'est comme ça qu'on arrive enfin au titre de cet épisode. Ça fait 2 heures que vous bouffez un VTEC sur la voiture électrique et des voitures en coin qui roulent, alors qu'on sait même pas quel est le problème avec la voiture électrique. Je vous disais en début d'épisode qu'on allait voir ensemble le problème de la voiture électrique. Et à vrai dire, il y en a même 2 principaux. Et pour qu'on comprenne tous bien et qu'on identifie ces 2 problèmes, il faut d'abord passer en revue les avantages et les inconvénients. Ce que je vais vous dire est actuellement observable, dans le sens où la technologie évolue tellement vite que peut-être
dans quelques années ce sera obsolète, mais pour l'instant, on en est là. À mon sens, le premier et principal avantage de la voiture électrique aujourd'hui, c'est l'économie d'usage. Je peux techniquement pas vous dire que le prix est un avantage, parce que les voitures électriques sont encore aujourd'hui plus chères que les homologues thermiques, mais le coût à l'usage est incroyablement bas. Idéalement sur les heures creuses, vous pouvez largement atteindre moins de 2 € aux 100 bornes. 100 km de distance, moins de 2 € de carburant. Si on prend l'exemple d'une Renault Clio diesel, qui est déjà une voiture économique, c'est à peu près 5 litres au 100. 5 litres au 100 en ce moment à 2 € le litre, 10 € les 100 bornes. On peut aussi souligner les frais d'entretien des voitures électriques qui sont incroyablement faible par rapport aux voitures thermiques. Une voiture thermique, même petite et économique, c'est beaucoup de pièces en mouvement dans le moteur, un embrayage, un alternateur, un démarreur, une pompe à eau, une distribution à changer régulièrement. Toutes ces pièces qui ne sont pas dans une voiture électrique. Et c'est factuel de dire que sur du moyen terme, une voiture électrique, c'est ultra économique en entretien. En plus de ça, l'une des particularités des voitures électriques modernes, c'est de récupérer leur énergie au freinage. C'est-à-dire que plutôt qu'utiliser des freins, c'est-à-dire une pièce qui s'use au freinage, tu utilises la résistance du moteur et en plus tu recrées de l'électricité avec. Et cet effet de régénération déjà économise les freins puisque tu t'en sers pas, et aussi, et on le sait moins souvent, les pneus. À la condition de l'emmener gentiment, en général une voiture électrique va faire durer ses pneus plus longtemps qu'une voiture thermique équivalente. Et quand tu cumules la consommation qui est extrêmement faible, l'entretien qui est extrêmement faible et le contexte fiscal qui est très favorable aux voitures électriques, aujourd'hui une voiture électrique c'est incroyablement économique. Même à l'éthanol tu ne peux pas atteindre des coûts d'usage aussi faibles. On peut souligner aussi en autre avantage, les perfs. Aujourd'hui, la plupart des voitures électriques sont incroyablement performantes. La technologie électrique aujourd'hui nous donne des voitures 5 places, pratiques, plus performantes qu'une Veyron, plus économiques qu'une Veyron et plus fiables qu'une Veyron. Si t'enlèves quelques petits détails, 3 fois rien, genre le luxe, le raffinement, le plaisir d'avoir une voiture avec un W16, une Tesla S-Plaid éteint une Bugatti Veyron. Tu marches plus fort qu'une Veyron pour 1 milliard de fois moins cher. Troisième avantage à souligner au crédit des voitures électriques, c'est que globalement, c'est des voitures fiables. On a longtemps eu peur et on entend encore souvent parler aujourd'hui des batteries des voitures électriques qui, au bout de quelques années, meurent et coûtent le prix de la bagnole à remplacer. D'accord, d'un côté, ça t'a rien coûté en carburant, ça t'a rien coûté en entretien, mais dans 3 ans, la voiture, faut l'acheter, donc bon. Et je vais peut-être vous décevoir, mais ces idées reçues sont plutôt fausses. Les batteries modernes qui équipent les voitures électriques récentes sont globalement super résistantes au vieillissement. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est pas rare de voir une voiture électrique perdre 10% de sa batterie en 200 000 km. D'un côté, je suis d'accord avec vous que 10% de batterie en moins en 200 000 km, c'est chiant, et c'est chiant d'avoir une voiture qui est de moins en moins performante. Mais déjà, c'est le cas avec les voitures thermiques, parce que la plupart des voitures thermiques vont aussi perdre un peu en performance au fur et à mesure des années, et surtout, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'en 200 000 km, ce qui est déjà un kilométrage relativement rare, tu as encore 90% de la batterie. L'usure des batteries est pas quelque chose de linéaire, il y a plein d'autres conditions qui rentrent en compte, mais si on suit ce raisonnement, à 400 000 bornes, c'est 20% de batterie en moins. C'est-à-dire qu'à 400 000 bornes, il t'en reste 80%. À 600 000 bornes, 70% de batterie. Combien de voitures thermiques font 600 000 bornes? Presque aucune. Bien sûr que les voitures électriques ont d'autres problèmes, et t'as plein de voitures électriques qui claquent avant des 400, 500, 600 000 km. Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître que c'est des voitures fiables. Le quatrième argument qu'on peut mettre en faveur des voitures électriques, c'est l'aspect écologie, puisqu'on va s'attaquer encore une fois une idée reçue, mais les voitures électriques, dans l'ensemble, en moyenne, sous conditions, sont globalement plus écologiques qu'une voiture thermique équivalente. Et avant que vous mettiez un commentaire désobligeant, je parle ici d'une moyenne et surtout de conditions pour la rendre écologique. Si on part d'un mix électrique bas carbone, comme on peut avoir en France avec notre énergie nucléaire, on peut considérer qu'une voiture électrique dans sa vie va émettre 80% de CO2 en moins. Je précise quand même que cette constatation marche chez nous, parce que notre énergie est assez peu coûteuse en CO2. C'est pas le cas forcément dans le reste du monde. Et peut-être qu'en dernier avantage qu'on pourrait souligner, qui est moins axé sur nous directement consommateurs, c'est la non-dépendance à des tiers. Aujourd'hui, l'énergie fossile qu'est le pétrole est 100% détenue par d'autres gens qui potentiellement nous aiment pas. Ou inversement, potentiellement on les aime pas. Ce qui nous amène au prix à la pompe que vous avez constaté dernièrement, c'est chiant de dépendre des autres. Et en attendant, c'est un avantage qu'on peut donner aux voitures électriques, c'est que la voiture électrique, elle dépend de centrales qu'on a chez nous. Et maintenant qu'on a donné tous les avantages, on arrive aux inconvénients, parce qu'il y en a quand même. J'ai essayé de les classer en ordre d'importance, et je sais que
ce classement n'engagera probablement que moi et quelques-uns d'entre vous, mais il n'y a aucune passion dans la voiture électrique. Je suis 100% d'accord avec les fans de voitures électriques que c'est ridicule, voire singesque, de trouver qu'une voiture qui fait du bruit et de la fumée, c'est marrant. Je trouve ça marrant. C'est rigolo, une voiture qui fait du bruit. C'est rigolo, une voiture qui vit. C'est rigolo, une voiture avec un V12. Merde! La voiture thermique, elle a le V12 et le sourire. La voiture électrique, elle a le rien du tout et on s'emmerde. Je suis d'accord que t'as des voitures électriques qui marchent super fort et t'as des voitures électriques qui te plaquent au siège. Et c'est marrant, mais c'est marrant 5 minutes. Je suis d'accord que le parc Astérix, c'est super. J'y vais avec grand plaisir et c'est trop bien. Je vous invite à y aller, mais c'est marrant une journée. Ça, je pense que c'est une nuance que pas mal de propriétaires de voitures électriques qui en général ont jamais eu de voiture thermique un peu sympa avant ne comprendront jamais. Et en soi, c'est vrai qu'il y a des voitures électriques qui poussent super fort, voire même plus fort que des voitures thermiques équivalentes. Mais la passion, c'est pas ça. Dans une voiture, et même par extension dans tous les véhicules qui existent, la performance est un critère de passion. Il y a plein de voitures qui sont passionnantes parce qu'elles sont performantes. Mais pas que. La passion de la voiture, la passion du moteur thermique, c'est un truc qui s'illustre sur plein de points. Les vibrations, le bruit, l'odeur, les secousses, la vie en fait. Ce qui crée la passion de la bagnole, c'est d'avoir une voiture qui est vivante. Il y a plein de voitures passionnantes qui ne sont pas performantes parce qu'à côté elles sont vivantes. Je vais me permettre une comparaison un peu triviale, un peu grasse, mais au moins j'espère que ça illustrera un peu la passion du thermique. Dire que la passion de la bagnole se résume à la performance, c'est comme dire que faire l'amour se résume à mettre sa bite dans un trou. Voilà, alors je suis désolé, c'est gras, mais c'est exactement ça. Faire l'amour, c'est un ensemble, c'est des sensations, c'est une alchimie, c'est une connexion, c'est un échange. C'est parfois des odeurs aussi, qui sont pas forcément très joyeuses, mais c'est un tout. C'est ça la passion, c'est ça l'amour, et la bagnole thermique, c'est pareil. Je sais qu'on a deux doigts de la mécanophilie, mais c'est pareil. Je passe l'année sur cette chaîne à vous présenter des bagnoles dans tous les sens qui parfois ne sont pas performantes, et qui pourtant sont passionnantes. Et je suis désolé, mais pour moi, aujourd'hui, la voiture électrique n'arrive pas à être passionnante. Il y a plein d'avantages, il y a plein de qualités, ça peut être super performant, voire plus qu'une Bugatti Veyron, c'est pas passionnant. Et je précise au passage que je suis le premier à souligner que certains moteurs thermiques ne sont pas passionnants. T'as plein de moteurs thermiques quelconques qui mériteraient d'être remplacés par des moteurs électriques. Typiquement, un 1,5 litre DCI 90 de Renault Clio, alors oui, ça vibre, ça pue, ça fait des secousses, mais c'est pas vraiment ma définition de passion, tu vois. Moi, j'avais plutôt le V12 Ferrari, par exemple. Ça, tu vois, c'est sympa. Ça, c'est la passion. Ça, c'est cool. Le deuxième inconvénient à relever sur les voitures électriques, qui est plutôt évident, c'est actuellement la recharge. Soulignons quand même que beaucoup de constructeurs, aujourd'hui, font des efforts énormes sur la recharge, et c'est pas rare de voir des voitures récupérer 60% d'autonomie en seulement quelques minutes. Et même si ça avance très vite, et je pense que dans quelques années, ça sera plus vraiment un problème, aujourd'hui, ça l'est encore. Admettons que tu veuilles faire un Paris-Nice en voiture électrique, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, donc je suis plutôt bien placé pour parler. Ça demande quand même de s'adapter à pas mal de contraintes. Les systèmes de recharge actuels sont globalement super chers, et la plupart du temps, c'est soit compliqué, soit en panne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en dehors des créations Tesla sur les superchargeurs, voyager en voiture électrique, c'est chiant. Pour être totalement objectif, c'est pas incontournable, parce que le Paris-Nice en voiture électrique, je l'ai déjà fait, je suis arrivé à destination. Mais c'est pas aussi confortable qu'avec une voiture thermique, pour l'instant, parce que les infrastructures sont pas encore tout à fait à jour. En troisième point, on peut relever le prix des voitures électriques qui est plus élevé que les équivalents thermiques, mais le point que je soulignerai le plus, c'est la décote. Aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, les voitures électriques prennent des décotes de zinzin. Je vous invite par exemple à aller sur les sites de petites annonces pour regarder le prix des Porsche Taycan, des Renault Zoé ou encore des Tesla Model 3. Il y a décote et il y a chute libre gouffre. Là, c'est un gouffre. Quand tu vois le prix de certaines Model 3 sur le bon coin, vu que les avantages fiscaux sont donnés aux acheteurs de voitures neuves et vu que la technologie avance assez vite, la demande en occasion est faible, voire très faible. T'as des Tesla Model 3 au prix d'une Clio neuve. Alors elles ont un peu de bornes, je suis d'accord, elles ont pas toute leur batterie. Mais putain quand même. Et autant la décote c'est un avantage quand t'es acheteur, autant quand t'es vendeur. Sincèrement, si aujourd'hui je devais acheter une voiture électrique, l'un des trucs qui me retiendrait le plus, c'est la décote. Il y a un autre inconvénient qu'on peut relever sur la voiture électrique, même s'il est en train de se solutionner. Je pense que dans 5-6 ans, cette remarque sera obsolète, mais l'autonomie des bagnoles électriques est encore un peu faible. Je compte sur vous dans les commentaires pour souligner mon objectivité quand même.
même, hein. Je précise que dans quelques années, ça sera plus le cas. Un peu dans le même registre que l'autonomie, mais on peut aussi souligner le recyclage des batteries électriques qui aujourd'hui est pas encore tout à fait au point. Alors je vous parle, la filière du recyclage de la batterie électrique est en train de faire d'énormes progrès, mais dans les faits, là, maintenant, c'est pas vraiment au point, hein. Anecdote un peu personnelle, mais pour les besoins de la chaîne Sylvain Live, on achète souvent des bagnoles à des casseurs, qui sont super emmerdés des batteries. Parce que l'un des problèmes qu'il y a actuellement, c'est que la plupart des entreprises ne reprennent pas les batteries de voitures électriques. Actuellement, partout en France, t'as plein de casses qui sont obligés de stocker leurs batteries en attendant que la filière progresse. Voilà. Et un autre sujet qui compense l'avantage de l'autonomie énergétique, c'est que pour fabriquer des batteries, on a besoin des autres encore. Aujourd'hui, avec la technologie actuelle, un pays comme le nôtre n'est pas capable de fabriquer des batteries en grande série sans avoir besoin de ses voisins. Actuellement, les batteries modernes des véhicules électriques embarquent des métaux qu'on ne trouve qu'à certains endroits du globe, ce qui fait que on n'a que déplacé le problème. Et c'est aussi pour ça que ce sujet est lié à la filière du recyclage. Si on arrive à recycler les batteries et à garder les métaux qui sont difficiles à approvisionner, on arrivera à refabriquer des voitures électriques plus facilement et à devenir plus autonomes. Mais s'il fallait souligner un dernier point qui à mon sens est un vrai inconvénient aujourd'hui à la voiture électrique, c'est la fracture sociale. Aujourd'hui, la transition à la voiture électrique est subventionnée par pas mal d'aides et de bonus. Sauf que les voitures électriques restent super chères. Et la tranche de la population qui a les capacités de recharger la voiture à la maison, c'est-à-dire en général une maison individuelle, c'est aussi la tranche de la population la plus riche. Et on est dans une situation qui est un peu ironique où l'ensemble des contribuables subventionnent la transition à la voiture électrique pour les plus riches, qui n'ont pas besoin de la subvention. Prenons une famille qui habite dans un HLM au 8e étage. Typiquement, cette famille qui aurait besoin d'une subvention à la voiture électrique ne peut pas recharger sa voiture électrique, c'est pas vrai. Toutes les bornes que tu vas trouver dehors pour recharger ta voiture sont soit en panne, soit super chères. La plupart des logements sociaux ne peuvent pas installer de bornes sur le parking de la résidence parce qu'il n'y a pas de parking. Et dans les faits, la plupart du temps, les gens qui vont acheter une voiture électrique aujourd'hui, c'est des gens qui ont une maison ou un parking et une borne à disposition. Donc des gens qui, pour la plupart, n'ont pas besoin de la subvention. Et ce serait aussi omettre au passage que le seul frein à l'achat d'un véhicule électrique serait une subvention. Parce que dans la réalité, il y a plein d'autres freins. Déjà, subvention ou pas, la voiture est toujours super chère. Je suis désolé, hein, c'est toujours des bagnoles à 20 000 balles. Hein. Et c'est très très loin d'être tout le monde qui a 20 000 balles à mettre dans une bagnole, subvention ou pas. C'est omettre aussi que la plupart des voitures électriques accessibles entre guillemets ne sont pas des voitures qui sont très polyvalentes et ne peuvent pas être la seule voiture du foyer. Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des tentatives ces dernières années, notamment avec le leasing social. Initiative qu'il faut quand même saluer où certains foyers les plus défavorisés se sont vus offrir un leasing de voiture électrique ultra avantageux. Et si sur le papier ça peut sembler être une très bonne idée, dans les faits, ça solutionne toujours pas que si t'es au 8e sans prise, t'es baisé, hein. Et en plus de ça, les premières itérations du leasing social en 2024 et 2025 ont été plutôt des échecs parce qu'il y a eu pas mal d'abus. Et maintenant qu'on a passé en revue l'ensemble du sujet de la voiture électrique, on a passé en revue l'histoire, les avantages, les inconvénients, on en arrive enfin au titre de cette vidéo, le problème. Je vais vous le dire. Je vous le dis maintenant. Vous allez enfin savoir. Je m'assois un peu et on en parle, hein. Ah, attention, ça arrive, hein. C'est chiant quand je fais ça, hein. Ouais. Les VTech, ça paraît pas, mais c'est super fatigant à tourner. Déjà parce qu'il y a un nombre d'infos incroyable, et vous vous rendez pas compte, parce qu'il y a plein de commentaires qui disent « Oui, Sylvain, tu hurles à la caméra, tu nous gueules dessus. » Mais je me gueule moi-même dessus. Parce que derrière cette caméra que vous voyez, il y a un mur, et le mur me renvoie mon propre son. Là, j'ai un stream, dans 40 minutes, je suis rincé. Et on n'a même pas parlé du problème de la voiture électrique. Je vais vous parler très sérieusement, très premier degré, je vais dire les termes, et je vais peut-être même m'engager au passage. Le vrai premier problème, à mon sens, que représente la voiture électrique, c'est de voir la voiture électrique comme une solution unique. Je vous parlais à l'instant de Volvo qui, il y a quelques années, voulait basculer toute sa gamme en électrique. Ou encore l'Europe qui a interdit la vente de véhicules thermiques. Carrément interdit le thermique. Ça fait quelques années qu'on nous rabâche que l'ultime solution, la seule, la divine solution, c'est la voiture électrique. Il n'y a rien d'autre. Le vrai problème que j'ai avec ce constat-là, c'est qu'on refait la même erreur qu'on a fait il y a seulement quelques années avec le diesel. Et le pire dans tout ça, c'est que le problème du diesel qu'on a vu pendant longtemps comme la réponse absolue, fallait que tout soit dieselisé. C'était il y a 15 ans, le Dieselgate c'est il y a même pas 10 ans. Ce qui nous a amené à avoir ce problème avec le moteur diesel à l'époque, c'était ce côté absolu, il y avait aucune nuance dans le débat.
tout devait être diesel. Le diesel, c'est la vie, c'est écologique, c'est nouveau, c'est incroyable, tout doit être diesel. Faut quand même se rappeler qu'à l'époque, l'aberration du moteur diesel est allée jusqu'à fabriquer la Smart Diesel, l'engeance du diable. Le moteur diesel qui est amorti sur des longues distances, qui est adapté uniquement aux gros rouleurs. C'est vu adapté dans une Smart Diesel. Une voiture citadine qui va faire 1000 km par an. Ça me rend fou. C'est une aberration totale. Que la voiture électrique ait des avantages, je suis d'accord, je comprends. Qu'une partie du parc automobile qui n'a pas forcément de plus-value électrothermique soit remplacée par de l'électrique, je suis d'accord, je partage. Mais de voir l'électrique comme une réponse absolue et que tout le monde doit passer à ça, peu importe ses moyens, peu importe son usage, peu importe ses problèmes, peu importe ses moyens de recharge, c'est une connerie. La voiture électrique est une solution, mais une solution partielle, c'est une alternative. Les pouvoirs publics aujourd'hui et les décideurs ne voient la voiture que comme un objet unique, c'est-à-dire comme si on avait tous le même, et c'est pas vrai. Voir la voiture comme un objet unique, c'est littéralement se mettre des œillères. Par rapport au fait que l'automobile réponde à plein de besoins, tu ne peux pas avoir qu'une solution, c'est pas possible. Certaines voitures doivent fonctionner dans l'idéal à l'électrique, mais certaines voitures doivent fonctionner dans l'idéal au thermique. Exemple d'aberration qu'on est en train d'essayer de mettre sur la table aujourd'hui et qui me rend fou, le camion électrique. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle et à cause des normes, pas mal de marques de camions se lancent dans le camion électrique et c'est une connerie. Sujet d'ailleurs un peu d'actualité, mais il y a quelques semaines, Volvo a présenté son nouveau camion électrique. 780 kW de batterie. Une Renault Zoé, c'est 50 kW au maximum. Et avec ces 780 kW, ça fait 200 bandes d'autonomie, maximum, du maximum, pas sur autoroute. Typiquement, le sujet du camion électrique est pour l'instant, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, une aberration écologique. Je suis d'accord avec vous qu'on sait faire un camion électrique, on sait le fabriquer, c'est pas compliqué, c'est juste une giga voiture électrique, mais c'est super pas efficient. Typiquement, un camion électrique aujourd'hui consomme 180 kWh au 100 km minimum. Pour vous donner un ordre d'idée, mais 100 kWh au 100 km, c'est à peu près 10 fois une petite voiture électrique. Sauf qu'un camion thermique qui consomme à peu près 30 litres au 100 ne consomme pas 10 fois une petite voiture thermique. Typiquement aujourd'hui, le camion électrique, c'est pas une technologie qui est au point. C'est pas grave, on va s'en remettre, on sait faire avec le camion thermique, on n'est pas obligé d'être matrixé et de voir tout en électrique. Et ce constat-là, cette vision absolue de la voiture électrique, comme quoi il n'y aurait qu'un seul besoin et qu'une seule solution, à mon sens, c'est le premier problème de la voiture électrique. Et le deuxième problème de la voiture électrique aujourd'hui vient des consommateurs. C'est pour ça que je vous disais de rester jusqu'au bout, parce qu'à un moment, t'as une petite mise en abîme, tu vois, une sorte de petit recul sur soi-même. À mon sens, le deuxième problème aujourd'hui de la voiture électrique, c'est les gens qui les achètent. On va prendre un constat assez simple pour que tout le monde comprenne bien. Aujourd'hui, une voiture électrique, c'est cher. Ce qui veut dire que les gens qui achètent une voiture électrique aujourd'hui ont mis beaucoup d'argent dedans et vont naturellement, je critique pas, c'est normal, attendre beaucoup de leur voiture électrique. Ta voiture va devoir être belle, pratique, statutaire, beaucoup d'autonomie, beaucoup de performance. Et quand tu cumules tous ces critères-là, tu crées une mauvaise voiture électrique. Typiquement, une voiture électrique performante, c'est une voiture électrique qui a un gros moteur. Comme elle a un gros moteur, elle consomme beaucoup d'électricité. Comme elle consomme beaucoup d'électricité, elle n'a pas beaucoup d'autonomie. Et comme elle a pas beaucoup d'autonomie, on met une grande batterie. Sauf que la grande batterie, elle pèse super lourd, ce qui fait que la voiture est moins performante. Donc on va t'y mettre un gros moteur. Et on a un cercle vicieux. Et en plus de ça, tu rajoutes des facteurs qui vont plomber cette voiture électrique. La plupart des gens qui achètent des voitures électriques achètent aujourd'hui des 4x4 électriques. Des voitures qui par nature ne sont pas aérodynamiques, qui par nature ne sont pas efficaces, pas efficientes. Ce qui accentue encore le cercle vicieux, puisque ta voiture est pas efficiente, donc faut des grosses batteries, donc un gros moteur, donc pas efficient, donc grosse batterie, donc gros moteur, c'est de la merde. Et ce problème, à mon sens, est lié à une question qui n'est pas assez remise au centre du débat. Qu'est-ce qu'on attend d'une voiture électrique? Parce qu'à mon sens, aujourd'hui, la plupart des gens qui achètent une voiture électrique ne l'achètent pas pour avoir une voiture plus écologique. Aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que la plupart des gens qui remplacent leur gros 4x4 thermique polluant le remplacent par un gros 4x4 électrique polluant. Alors oui, je suis d'accord avec toi que c'est moins pire qu'avant, et bravo, tu es passé de moins 100 à moins 99. C'est pas une voiture écologique pour autant. Tant qu'à parler d'aberrations automobiles qui ne devraient pas exister, autant parler du Hummer EV, qui est monstrueux. Mais monstrueux dans le mauvais sens du terme. J'adore le look, j'adore l'exercice de style, et
et je dois reconnaître, même si je suis pas acheteur, que c'est un incroyable tour de force. Mais on peut pas passer sous le tapis que ce genre de véhicule, c'est une aberration totale. J'ai peut-être pas tout écouté, ou c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque, mais à mon sens, le passage à la voiture électrique, c'était un passage à une voiture plus propre. Pas un passage à un monstre de 4 tonnes, de 1000 chevaux qui consomme autant qu'un camion. Sous prétexte que ça consomme pas du pétrole et que ça fait pas de bruit, on considère que ça consomme rien. Mais c'est pas vrai. Cette électricité, elle vient de quelque part et elle a consommé des ressources pour être fabriquée. Et c'est très compliqué d'entendre qu'un Hummer EV est une voiture écologique. C'est pas vrai. Entendre qu'un Cybertruck est un pick-up écologique, c'est pas vrai, dans le sens où déjà un pick-up, c'est pas écologique. À mon sens, la vraie première question, au lieu de voir la voiture électrique comme une solution unique ou un pick-up électrique de 2000 chevaux, c'est à quoi sert la voiture électrique? Et c'est sur cette question qu'on arrive à la fin de l'épisode sur la voiture électrique. J'espère qu'il vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. D'expérience, je sais que c'est un sujet qui va pas mal faire réagir en commentaire et je compte sur vous pour avoir un débat poli. On peut avoir des avis divergents, essayons de les exprimer de façon civilisée. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner, le pouce, le commentaire, et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous! Parti 258 avec voiture électrique.